C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le jour d'après, en Sierra Leone, les résultats de la présidentielle ont été annoncés tard mercredi. Julius Maada Bio, le candidat de l'opposition, l'a emporté. Son rival du parti au pouvoir, Samora Camara, conteste ces résultats très serrés, 51% contre 48%. L'ambiance à Freetown et la suite des événements avec notre envoyé spécial Patrick Fandiou. J-1 avant l'ouverture du procès Jacob Zuma en Afrique du Sud. L'ancien président sud-africain a rendez-vous dès demain devant la justice pour y répondre d'accusations de corruption dans une ancienne affaire de vente d'armes qui implique le groupe français Thales. Notre correspondante a recueilli les propos du principal témoin à charge du procès. Reportage exclusif dans un instant. On va également parler de ce vote controversé à Madagascar, le vote du code électoral. Il a eu lieu mardi. Ce jeudi, des députés de l'opposition sont sortis dans la rue pour dénoncer certains de leurs collègues qui auraient accepté de l'argent du régime pour voter en faveur de ce code électoral. La correspondance de Gaël Borgia dans ce journal. Les Sierra-Léonais connaissent depuis hier soir le nom de leur président, Julius Maada Bio. Le candidat de l'opposition l'a emporté sur son rival du parti au pouvoir, Samora Camara, dans un duel serré. Ses partisans ont célébré sa victoire, mais l'autre camp conteste déjà les résultats. Ambiance et réaction à Freetown avec ce reportage de nos envoyés spéciaux Patrick Fandiou et Tristan Lepé. Sur le bitume de Freetown, la parade du nouveau pouvoir. Moins de 24 heures après son élection, la première sortie pour Julius Maada Bio, invisible dans la berline blindée de son convoi présidentiel, suivi par une auria de mototaxi. Ce modeste petit peuple de Sierra Leone qui l'a porté à la présidence et qui l'escorte jusqu'à l'hôtel où il a prêté serment la nuit dernière. Devant l'établissement gardé comme un bunker, de nombreux jeunes supporters comme Bokari, un étudiant plein d'espoir comme tant d'autres ici, après l'élection de leur leader. Vous savez, quand j'ai entendu le résultat, c'était comme si j'étais en train de rêver. Je ne peux toujours pas y croire. Cet homme, je pense que même s'il ne rend pas tout gratuit, il va au moins minimiser les frais scolaires, de telle manière que même les plus démunis aient accès à l'éducation. Non loin dans ce quartier, l'interminable fête d'une marée verte. La couleur traditionnelle du nouveau parti présidentiel, le SLPP, qui célèbre son retour à la présidence du pays, dans une ambiance de kermesse, avec des partisans transformant les rues en pistes de danse à ciel ouvert. À l'avant du cortège, des responsables du parti sur lequel pèsent désormais les attentes d'une jeunesse à 70% au chômage dans un pays où 2/3 de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il y a eu un grand cri de détresse dans tout le pays, car il n'y a pas d'emploi. Et le système éducatif est aussi dans un état délabré. Et le système judiciaire ne fonctionne pas bien du tout. Donc en mettant tous ces problèmes ensemble, les gens se sont dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un pour changer ça. Dans la capitale qui retrouve ses airs ordinaires, des portraits du nouveau président, à peine élu, mais déjà très attendu par son peuple. Nous retrouvons, comme promis, Patrick Fandiou en direct de Freetown. Patrick, Samora Camara, le candidat du parti au pouvoir, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Pourtant, et on l'a vu dans votre reportage, Julius Maada Bio a déjà commencé à s'installer dans son fauteuil de président. Oui, effectivement, Samora Camara n'a pas dit son dernier mot car non seulement, vous l'avez dit, il n'a pas reconnu sa défaite, mais il entend contester la victoire de Julius Maada Bio. Il a annoncé son intention de déposer un recours devant la Cour suprême. Il a 7 jours pour le faire. Il considère que les résultats annoncés hier par la commission électorale ne reflètent pas le choix de la majorité de Sierra-Léonais. Il parle de bourrage d'urnes intensif dans les bassins
bastion de l'opposition, une bataille judiciaire à venir qui risque de crisper encore plus et d'alimenter la tension entre les deux camps après cette alternance au pouvoir. Une alternance qui n'est d'ailleurs pas complète puisque le nouveau président Julius Maada Bio ne détient pas à lui seul avec son parti la majorité absolue au Parlement. C'est le parti de Samura Kamara, l'EPC, l'actuel parti au pouvoir qui a remporté le plus grand nombre de sièges lors des législatives qui avaient lieu en même temps que cette présidentielle. On assiste donc ici potentiellement dans les prochaines semaines à une situation de cohabitation inédite en Sierra Leone qui risque de freiner, de paralyser ou de compliquer l'action du nouveau pouvoir alors que les défis économiques et sociaux, on l'a vu, sont immenses. Merci beaucoup Patrick Fandio, notre envoyé spécial à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Jacob Zuma a rendez-vous avec la justice de son pays. L'ancien président sud-africain doit comparaître demain devant un tribunal dans un procès pour corruption qui implique le groupe français Thales. Il est accusé d'avoir touché des pots de vin. Thales en marge des pots de vin, en marge d'un contrat d'armement d'un montant de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Thales, qui a remporté une partie de ce contrat, est également poursuivi dans cette affaire. Le groupe français n'a pas souhaité s'exprimer, mais le principal témoin à charge a lui accepté de parler à nos correspondants. Reportage exclusif signé Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Il nous a reçus dans un hôtel de Pretoria. Monsieur X, comme la presse locale le surnomme, est le principal témoin à charge dans le procès pour corruption intenté contre Thales en Afrique du Sud. Il est avocat, il a même travaillé pendant 6 ans pour la société française. Maître Souklal affirme avoir été témoin de multiples paiements en sous-main entre l'ex-président Jacob Zuma et les responsables de Thales. L'argent a changé plusieurs fois de main. Il y avait plusieurs méthodes, mais on parle de dizaines de millions de rands. En cash? Oui. À part ce chèque d'1 million d'euros que Thales a fait à l'ANC en 2006. Nous avons eu accès à sa déposition, des centaines de pages de documents. À la veille du renouvellement du matériel militaire de la Nouvelle-Afrique du Sud, un responsable de Thales promet à Jacob Zuma l'équivalent de 50 000 € par an pour s'assurer de sa collaboration. Ces documents en témoignent. Mais les transactions ne sont pas seulement liées au contrat d'armes. En 2007, Zuma aurait été invité à la demi-finale de la Coupe du monde de rugby, tout frais payé par Pierre Moineau, l'un des patrons du groupe. Par exemple, M. Moineau a réglé toutes les factures d'hôtel à Paris de M. Zuma, mais aussi toutes les factures des vêtements qu'il a achetés. En 2008, Jacob Zuma réussit à faire tomber les chefs d'accusation de corruption. Maître Souklal affirme que les autorités françaises ont fait pression pour que Thales ne soit jamais jugé. Il y a eu des interférences au niveau présidentiel. Début 2008, à Paris, j'accompagnais M. Zuma. M. Zuma a rencontré M. Sarkozy au palais de l'Élysée et M. Sarkozy a réitéré son souhait de voir les chefs d'accusation abandonnés. Pour la société française, l'enjeu est de taille. Si le groupe est condamné, tous ses contrats en Afrique du Sud seront annulés. Les responsables de Thales que nous avons contactés n'ont pas souhaité s'exprimer. Et Maître Souklal nous affirme que s'il parle, c'est parce que Thales ne l'a pas payé. Il attend patiemment d'être appelé à la barre. Et on retrouve tout de suite notre envoyée spéciale à Durban, Caroline Dumais. Caroline, c'est le grand jour demain pour Jacob Zuma. Absolument, c'est le grand jour, un procès qu'il a cherché à éviter depuis plus de 10 ans. Et alors ses amis sont venus le soutenir. Ce soir, ils sont nombreux, là juste derrière moi, à chanter, à danser, à prier même pour Jacob Zuma. Vous avez des membres de la Ligue des jeunes, des membres de la Ligue des femmes, des membres de la Ligue des anciens combattants. Donc une partie de l'ANC venue soutenir l'ancien président. C'est très important. Demain, une grande marche à Durban à partir de 7 h du matin pour soutenir l'ancien président juste avant qu'il s'assieye dans le box des accusés. Donc c'est vrai que l'Afrique du Sud tout entière a attendu ce jour depuis longtemps et attend ce procès avec impatience. Merci Caroline Dumais et vous suivrez pour nous bien entendu pour France 24 ce procès et on vous retrouvera dans nos éditions dès demain.
Direction Madagascar, le vote controversé du code électoral mardi a fait sortir les députés de l'opposition dans la rue. Une trentaine d'entre eux sont sortis protester contre les conditions du vote. Ils accusent certains députés d'avoir accepté de l'argent du régime, l'équivalent de 12 000 €, pour voter en faveur de ce code électoral nécessaire à la tenue de la présidentielle. La correspondance de Gaëlle Borgia. Levez-vous, surmontez vos peurs ou encore stop à la corruption. C'est ce que les députés d'opposition ont scandé dans la rue. Une marche symbolique de quelques centaines de mètres en direction de la Haute Cour constitutionnelle. Les députés d'opposition y ont déposé des lettres de réserve. Ils se sont ensuite rendus au siège du Bureau indépendant anticorruption pour y remettre des documents à charge. Selon eux, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas été respecté. La majorité absolue requise n'a pas été atteinte et ils dénoncent surtout la corruption qui aurait entaché ce vote. On a ouï dire, par l'appui des vidéos, par l'appui des films pris par des tierces personnes, qu'il y avait des versements de pots de vin de 12 000 € par tête pour les députés, dans le but tout simplement de leur pousser à voter le code électoral dans son état original. Du côté des députés pro-régime, on estime que tout a été fait dans les règles. Selon eux, le code électoral pourrait être gênant pour certains car il faut s'être acquitté de tous ses impôts et n'avoir jamais été condamné. Ces conditions pourraient empêcher l'ancien président Marc Ravalman, condamné en 2010, d'être candidat à la présidentielle. Des agents de sécurité soudanais ont escorté 7 femmes soudanaises soupçonnées d'appartenir au groupe État islamique. Elles ont été expulsées de Libye pour activité terroriste. 3 enfants les accompagnaient. Selon les autorités libyennes, elles auraient quitté le Soudan pour la Libye en 2014 et 2015 pour rejoindre le groupe terroriste. L'Algérie finance, l'Algérie abrite, l'Algérie arme le Polisario. Déclaration du roi du Maroc, Mohamed VI, des accusations frontales à l'encontre d'Alger. Dans un message écrit au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à quelques jours de la prochaine session du Conseil de sécurité. La réponse de l'Algérie: Alger prend acte avec préoccupation des graves violations des droits de l'homme, y compris le recours à la torture perpétrée contre des Sahraouis dans le Sahara occidental occupé. Fin de citation. Pour finir, on va vous parler de Maroquillette, cette mini-série tournée à Casablanca et diffusée sur les réseaux sociaux. Inspirée par le hashtag MeToo, cette série permet aux femmes de raconter leurs violences sexuelles et le harcèlement de rue qu'elles subissent. Sadia Manjou. Malgré son sourire et son air décontracté, Salima s'apprête à dénoncer face caméra les agressions verbales qu'elle subit au quotidien. Comme elle, les femmes défilent dans ce studio de Casablanca pour briser certains tabous. J'ai subi la rage des hommes dans la rue, des femmes aussi, juste parce que je portais un petit tatouage sur mon sein gauche. Grâce à ce projet, j'ai plus envie de faire quelque chose, mais avant, c'est vrai que j'étais plus dans la résilience. Sonia Terab est à l'origine du concept Maroquillette. L'écrivaine et réalisatrice s'inspire du phénomène MeToo. Elle est persuadée que la parole est en train de se libérer au Maroc. Donc je n'étais pas intéressée par l'opinion, mais plutôt par le vécu. Donc chaque femme raconte une petite histoire sur elle, sur son quotidien en tant que femme, sur ce qui la définit en tant que femme. Et finalement, quand on colle les épisodes les uns après les autres, ça donne un portrait de la condition de la femme au Maroc. Ces épisodes sont publiés sur les réseaux sociaux et sont regardés des milliers de fois. J'ai été agressée sexuellement par un membre de ma famille. La plupart des commentaires sont encourageants, notamment ceux de femmes qui se reconnaissent dans les témoignages. Car au Maroc, 60% des femmes ont été victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel dans l'espace public. À travers ces dénonciations, les femmes se donnent du courage avant de retourner affronter la rue. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Aude Le Christ.